Moi, j'ai souvent qu'un SI doit être en mode Lego, si tu veux. Tu vois, c'est plus facile d'avoir plein de petites briques Lego que tu vas pouvoir assembler, désassembler. Tu peux changer une pièce que d'avoir des gros tout où là, tu es obligé de tout changer, quoi. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast CIO Révolution, le podcast des DSI modernes. Je m'appelle Bertrand Ruiz, je suis le CEO de RSAS, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Pour faire le meilleur produit au monde, nous avons décidé de lancer ce podcast pour interviewer des DSI, moteurs de la transformation de leur entreprise, et tout faire pour comprendre leurs enjeux et leurs méthodologies. Nous y abordons des sujets comme l'organisation projet, les copiles, la relation avec la direction générale, l'impact du no-code avec le choix d'IT, et bien d'autres choses encore. Grâce à eux et à leur feedback, aujourd'hui avec AirSAS, vos rapports projets de comité de pilotage sont faits en un clic, plus besoin de passer des heures sur PowerPoint ni à rechercher l'information dans vos emails. Vous avez une vue agrégée de toutes vos données projets, budget, risques, temps passé. Et pour éviter toute ressaisie d'informations, AirSAS se connecte à vos outils Microsoft Teams, Jira, Wrike, etc. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Mais bonjour à tous, je suis ravi aujourd'hui de vous présenter Laurent Belliot. Laurent qui est DSI, et DSI qui est un temps partagé, qui va nous expliquer un tout petit peu son métier et sa vision du métier DSI. Salut Laurent. Salut, bonjour à tous. Oui, moi je suis depuis 15-20 ans DSI. J'ai d'abord été dans des entreprises et puis aujourd'hui je fais le choix d'être indépendant et à temps partagé. Voilà, et j'ai pas mal travaillé, je dirais, dans le secteur du retail, dans l'agri, dans le B2B. Ok. J'ai vu aussi que tu avais des certifications HubSpot ou autre. C'est rare d'avoir des DSI qui sont aussi proches, on va dire, des outils marketing sales. Est-ce que toi, tu as des expériences un petit peu à nous raconter sur la liaison, notamment par exemple dans le retail, entre le DSI et le marketing? Des expériences entre DSI marketing. Oui, dans le retail, c'est très très classique puisqu'on a le marketing qui est toujours avide de récupérer dans le retail des informations pour pouvoir les analyser, Mhm. pour pouvoir notamment faire des retours sur des nouveaux produits, des tests produits, des choses comme ça. Donc oui, moi ça j'ai vu plusieurs fois et j'ai vu plutôt des choses qui marchaient bien pour le coup. Dans la C'est-à-dire relation qu'aujourd'hui, entre DSI et market, tu dis que c'était fluide, c'est ça? oui, assez fluide à partir du moment où je dirais que l'outil de vente, notamment tout ce qui est système d'encaissement qu'on appelle les POS, Point of Sales, ont été bien choisis dès le départ. Et à ce moment-là, c'est assez facile, ouais, Ok. pour le coup. Ok. Et toi, quand tu es arrivé, tu dis que ça marchait bien, c'est-à-dire que la mise en place était déjà là ou c'est plutôt toi qui l'as mise et le marketing répondait bien? Alors moi, 2 fois, j'ai mis en place et une fois, c'était déjà en place et ça marchait plutôt bien. Mais dans les 3 cas, c'est parce que le marketing avait été très impliqué dans le choix des outils, justement. Ok. Donc là, la clé, c'était que dans la relation entre le métier et le marketing était orientée sur le fait que les outils sont choisis par le marketing avec l'appui de la DSI. Oui. Et puis après, je dirais que c'est sur l'expérience, sur les expériences d'utilisation qu'il y a des choses qui s'accordent au fil de l'eau. Moi, j'ai souvenir d'un service marketing qui voulait avoir beaucoup d'informations, notamment, là, on était dans la vente de sandwicheries, etc., et qui voulait avoir beaucoup de détails sur les ventes et qui demandait du coup beaucoup de typage caisse pour pouvoir avoir plus d'informations. Notamment, on était sur quand tu prends des formules, est-ce que la personne prend le petit pain, est-ce que la personne prend la sauce, etc., pour pouvoir après faire des analyses là-dessus. Et en fin de compte, ça demandait des typages en caisse supplémentaires, mais qui étaient loin de la réalité. C'est-à-dire que la réalité, quand tu es vendeuse derrière ta vitrine et que tu vends des sandwichs sur le midi, c'est le rush. Et tu n'as aucun intérêt à saisir, à taper des choses supplémentaires qui vont en plus, en général, ne pas impacter le prix de vente. Et donc, du coup, là, en tant qu'utilisateur, tu tapes n'importe quoi pour aller vite, quoi. Et ça, c'est des choses que j'ai pu voir, mais
qui sont assez intéressantes. Quand on a des services marketing qui sont ouverts, on arrive à trouver le compromis entre ce qu'ils veulent avoir comme information et la contrainte de saisie sur point de vente. Ok. Et donc, du coup, toi, dans le retail, parce que c'est intéressant, souvent, une des directions qui peut, où il y a au fait, la direction qui est la plus numérisée souvent ou qui est le plus à l'aise à le digital, c'est le marketing. Et souvent, dans les entreprises, c'est là aussi où ça peut coincer parce que, du coup, il y a un vrai challenge entre marketing et DSI. Toi, ce que tu as vu c'est dans le retail, c'est que la maturité des deux, de la DSI et du marketing, c'était pas un challenge, ça se faisait plutôt naturellement. Ça se faisait plutôt naturellement, oui. Ça se Ok. faisait plutôt naturellement, mais parce que ça se faisait pas naturellement il y a 20 ou 30 ans et que maintenant, à la fois, il y a des outils aujourd'hui qui sont quand même plutôt sympas. Et à la fois, justement, le marketing comme les DSI se sont pris plusieurs fois des murs parce qu'il y avait des mauvais choix dès le départ ou parce que le marketing n'avait pas été impliqué dans le choix des outils de vente. Euh, mais aussi l'inverse, parce que tu dis ça, moi je pense, pour l'avoir vécu, aussi au terrain, c'est-à-dire aux gens qui sont qui font la vente, les vendeurs, c'est bien de les associer aussi dans le choix des outils. Hein. Ok. Et ça, tu vois, c'est intéressant. Toi, aujourd'hui, comment tu t'y prends dans le workflow, on va dire, de j'ai des problèmes, mûrir ce problème-là en regardant le marché ou l'expression de besoin, et ensuite on fait des démos, qui c'est qui les fait, enfin, tu vois, comment ça se passe? Bah, c'est de revenir déjà, c'est de revenir un peu aux fondamentaux, c'est-à-dire c'est quoi le business et pour faire c'est quoi le business, où est-ce qu'on a besoin de souplesse. Quelles sont les contraintes métiers? Tu vois, je parlais du marketing qui a besoin de faire des analyses, mais l'autre côté, des vendeurs qui ont besoin de taper vite en caisse Mhm. pour pouvoir justement arriver, à bien lister l'ensemble des attentes et deux, de les classifier pour dire euh, quelles sont les plus importantes et quelles sont les moins importantes, celles qu'on peut se passer, quoi. Et donc, du coup, après, on y voit clair, mais il faut avoir une petite cartographie. C'est pas quelque chose de très compliqué, mais qu'il faut bien se mettre, qu'il faut bien écrire dès le départ, avant même d'aller voir les offres du marché, quoi. Ok. Et ça, tu vois, c'est une vraie question. J'ai pu constater que quand on se focalise trop sur le côté non, il faut bien se focaliser sur le problème, c'est ça qui est important, etc. Ce qui est une tendance un peu à contrebalancer le côté on regarde des solutions sans vraiment se poser des questions, qui est un problème aussi. Mais en fait, c'est hyper important de se mûrir sur ce qu'est le marché parce que ça peut affiner aussi ce qui est possible de faire par rapport au problème. Autant dans l'inspiration, on peut faire différemment, que dans, ben, en fait, ce que moi j'avais pourrais imaginer avec des choses que je ne comprends pas, c'est forcément de IA, big data, blockchain, etc. Un peu tous ces buzzwords. En fait, c'est impossible à faire parce que j'ai vu aucune solution sur le marché qui fait ce genre de choses. Donc, tu vois, ce côté un peu aller-retour entre problème et solution sur le marché, comment toi tu le drives? Bah, comment je le drive? Je disais déjà d'avoir une bonne analyse. Et après, la deuxième chose, mais ça, c'est aujourd'hui comment il faut voir un système d'information, c'est de faire des petits modules de SI plutôt que d'avoir des grands tout, quoi. Ok. Tu vois, pour revenir sur la partie retail, moi, j'ai vu une expérience malheureuse avec du SAP à tous les étages. Bah, SAP en point de vente, il n'est pas du tout adapté à la fluidité, etc., quoi. Si je fais court, alors, je tape sur SAP, mais ça aurait pu être sur un autre. Hein. Oui, bien Mais sûr. ce que je veux dire, c'est que SAP, si tu t'en es un peu approché, pour l'utiliser, il faut déjà une formation. Quand tu es dans le monde du retail, le profil de vendeur-vendeuse, tu as souvent un turnover très, très important. Tu n'envoies pas les gens en formation. Donc, ça veut bien dire que c'est l'outil qui doit être le plus simple à comprendre, le plus ergonomique. Donc, du coup, ça veut bien dire que si tu sépares tout en petits modules, tu vas dire d'un côté, j'ai la vente avec ses contraintes, qui souvent sont liées à des contraintes de rapidité, des contraintes de bien vérifier tout ce qui est par rapport à l'argent pour pas qu'il y ait de vol, pour pas qu'il y ait de, de, de mauvais rendus, etc. Et puis de l'autre côté, le marketing, de l'autre côté, la consommation des produits, l'inventaire, la gestion des stocks, tu vois, tu as tout ça. Plus tu le découpes en petits modules, et plus tu y vois clair. Et plus tu peux répondre sur un petit module aux attentes métiers, mais au sens utilisateur. C'est simple,
j'arrive à trouver mes informations, je suis autonome, voilà quoi, ces choses-là quoi. Ok. Et donc, du coup, c'est la capacité à arriver à ce que les projets soient de taille plus petite pour qu'on soit plus précis dans notre capacité à répondre ensemble et aussi un peu plus rapide, j'imagine. Alors oui, oui pour ça, et oui pour par rapport à ce que je disais, par rapport au business qui change de plus en plus. Et donc du coup, si je reprends cet exemple-là, c'est plus facile de se dire j'ai juste ma caisse au sens physique du terme que j'ai à changer, plutôt que de dire je me remets en question sur les stats que vont obtenir le marketing, et donc du coup de faire un très gros projet. Si je me dis j'ai un petit module qui concerne juste la vente, et voilà ce qui rentre, voilà ce qui sort, en validant avec une notion de référentiel, on est carré quoi. Et du coup on arrive à s'adapter. Et tu vois, Ok. si je prends le monde du retail et moi ce que j'ai vu en sandwicherie, tu as notamment le problème entre pays, j'irais, européens et anglo-saxons sur le hors-taxe, sur les formules. Les formules ne sont pas du tout pareilles. Nous, on fait des formules à 10 euros, tu as entrée, plat, dessert, par exemple. Alors que si on prend les anglo-saxons, ils ont le plat principal et après, tout ce que tu rajoutes, c'est plus 1 ou plus 2 euros. Bah, ce n'est pas du tout la même approche de vente. Si dans ton SI, tu as fait juste des petits modules, et ben du coup, tu as un module de caisse qui est différent entre la France et l'Angleterre, Mhm. c'est pas un problème, tu le gères localement. Pour autant, les chiffres qui en sortent, à condition toujours qu'on ait bien défini des référentiels et qu'on sache les valider, bah après, ils rentrent dans tous les autres flux naturellement. On ne se pose plus la question est-ce que je suis en hors-taxe, c'est quoi le taux de TVA, enfin toutes ces choses-là, parce qu'en fin de compte, on a découpé ça en petits bouts et on n'a qu'à résoudre les soucis localement, quoi. Ok, très clair. Donc, ça fait écho à le monde change de plus en plus rapidement. On doit s'adapter de plus en plus rapidement. Donc, la taille des projets doit diminuer et on doit gérer plus alors je dis petits projets, mais plus de projets à taille, on va dire, réduite pour suivre ce rythme-là. C'est ça que tu dis? C'est ce que je dis, oui, c'est ce que je Ok, dis. ok. Moi, je dis souvent qu'un SI doit être en mode Lego, si tu veux. Tu vois, c'est plus facile d'avoir plein de petites briques Lego que tu vas pouvoir assembler, désassembler. Tu peux changer une pièce que d'avoir des gros tout où là, tu es obligé de tout changer, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi sur ça. Modulo, la capacité interne de l'entreprise à gérer cette interopérabilité des briques qui nécessite un certain savoir-faire si les briques elles-mêmes ne sont pas connectées entre elles, naturellement. Ah oui, ça demande un savoir-faire. Et sans compter que dans tout ce qu'on a évoqué, là, on n'a pas évoqué la partie sécurité, mais j'ai en plus la sécurité qui, elle, vient alourdir tout ça, quoi. Clairement, clairement. Et avant d'aller sur la partie sécurité, qui est aussi un vrai enjeu, sur la partie Lego, qui m'intéresse énormément, il y a un truc que j'ai pas encore compris, c'est euh, en gros les DSI ont tendance à, quand tu fais surtout toi du coup en temps partagé, quand tu arrives, que tu fais un peu le bilan de la situation, à dire ben voilà un peu le schéma directeur, sans dire le schéma directeur, mais ce qu'il faudrait faire un petit peu dans les prochains mois, voire les prochaines années, 1 an ou 2 ans. Et ça va à l'encontre du fait de piloter en continu les projets par ordre d'importance. Ce que je veux dire, c'est que bien sûr, quand tu arrives, quand l'entreprise elle a une dette énorme, les projets sont structurels et sont clairs, et il faut passer par ça. Mais quand ça c'est fait, quand on a un peu nettoyé vraiment le plus lourd ou crade, la capacité à piloter par la valeur de manière agile, c'est-à-dire tous les 3 mois, 4 mois, reprioriser les projets, revoir si celui-là est toujours prioritaire, etc. Il me semble clé dans la capacité de l'entreprise à aller dans la bonne direction ou à la bonne vitesse dans tous les cas. Et comment toi, tu vois un peu ce côté euh, schéma directeur obligatoire, mais en même temps pilotage en continu par la valeur des projets? En fin de compte, dans le schéma directeur, tu dois mettre tout ce qui doit être durable et tu dois enlever ce que moi j'appelle jetable. Et dans ce que je mets dans jetable, c'est exactement les modules ou les briques que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu Mhm. dis, voilà, j'achète un système d'encaissement aujourd'hui, mais peut-être que dans 3 ans, j'en mets un autre. Donc, t'es pas sur investissement à long terme. Par contre, dans ce qui est solide, bah, ça va être justement tout le lien entre tes briques.
Donc, c'est-à-dire tout ce qui va concerner tes flux. Tes flux, et juste en dessous, dans tes flux, tu as tes données. Tes données, c'est les référentiels. Donc, c'est surtout justement ce travail-là de bien s'assurer que les référentiels existent. S'ils n'ont pas été faits, de les faire et de les vérifier. Moi, j'ai vu des systèmes d'encaissement qui sortaient des données qui étaient fausses, mais qui n'avaient pas été vérifiées. C'est-à-dire que quand tu imprimais tous les tickets de la journée et que tu les calculais avec la législation française, tu n'arrivais pas au même chiffre que l'éditeur sortait. Forcément, ça peut être un peu compliqué après. Ça peut être un peu compliqué après. Donc c'est ça pour moi qu'il faut aller faire, c'est justement dans ton schéma directeur, c'est à partir de tes référentiels, déjà donc de s'assurer qu'ils soient bons, de construire des règles de flux ou des tuyaux ou des choix techniques pour dire voilà, à chaque fois, moi je mets des web services pour faire simple, je mets ceci, je mets cela, et voilà comment je fonctionne. Pour que justement, tu aies l'interopérabilité qui soit facile quand je débranche et quand je rebranche. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire. Mais j'ai pas bien compris la réponse sur le fait de comment tu planifies ou comment tu gères le futur en fait. Ah, comment tu gères, oui, comment tu gères comment tu gères le futur? Pour moi, tu es obligé d'avoir une petite équipe, souvent qui est au niveau de la direction, qui puisse justement, tu parlais de tous les 3 mois, moi je vois plutôt tous les 6 mois, mais à la rigueur, c'est pas très important. Qui justement recoupe les projets en cours, les projets à venir et qui ajuste ça au fil de l'eau. Quitte à même arrêter des choses. Il ne faut pas avoir peur d'arrêter un projet parce que finalement chronophage, trop coûteux, pas de retour sur investissement, etc. Et c'est intéressant, tu parlais de 3 mois, 6 mois. Moi, pour moi, 6 mois, ça me paraît une éternité. J'ai l'impression, bien sûr qu'il y a des projets qui durent plus de 3 mois ou 6 mois, ce n'est pas la question, mais la priorisation des projets, elle pourrait se faire par exemple tous les mois. Elle peut se faire tous les mois, oui, je suis d'accord, mais après, tu as aussi une notion de mesure de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu prends un projet, quel qu'il soit, tu mets vite 3 mois pour avoir quelque chose qui est utilisé. Mais après, il faut aussi à peu près 3 mois pour avoir un retour sur cette utilisation, pour dire c'est bon, on est toujours bon, etc. Ouais, clairement. Donc, c'est difficile en 3 mois de se dire on a développé un truc, on la met en production, ça marche, tout le monde est satisfait, sujet clos. C'est un peu court, je trouve. Mais voilà, mais… Ok. Et du coup, sur la partie sécurité, par rapport à cette thématique donc d'assemblage de Lego, comment tu gères donc l'interopérabilité, c'est une chose, mais aussi cette sécurité? La sécurité, c'est de se poser les vraies questions là aussi. C'est-à-dire, quand tu vas dans n'importe quelle entreprise, tout est important, tout est à sécuriser, si tu les entends. Et moi, souvent, je leur dis, attendez, est-ce que vous êtes Banque de France ou pas? Voilà, il y a des entreprises qui manipulent des données qui sont des données sensibles. Oui, il y a des vrais problèmes de sécurité et oui, ça va alourdir le SI. Et tu en as d'autres qui sont beaucoup moins. Je reprends un petit peu en fil conducteur par rapport au retail. Au retail, se faire piquer ces données qui sont les données de points de vente, ouais, par rapport à la concurrence, etc., c'est embêtant. Mais en même temps, on ne va pas se prendre un procès derrière. On n'a pas forcément un problème RGPD derrière. On n'a pas, tu vois, des choses comme ça qui peuvent être très très problématiques. Ça ne va pas non plus empêcher l'entreprise de tourner si pendant une semaine j'ai pas de chiffre sur les ventes. Okay. Par contre, si je suis une banque, là tout doit être bien sécurisé à tous les étages. Ça part de l'authentification de l'utilisateur, des choses comme ça, de pouvoir tracer l'utilisateur, voilà. Alors que dans d'autres activités, donc souvent, faut vraiment sortir de tous ces flux. Qu'est-ce qui est vraiment important? Donc, et au sens vital de l'entreprise. Ok. Donc, en gros, toi, tu dis, en fait, donc, il faut se poser les bonnes questions. Il faut mettre du rationnel dans le choix de la sécurité. Regarder donnée après donnée, point après point. Et savoir que de toute façon, un risque, ça se gère, qu'on ne peut pas être intouchable partout, que c'est des ressources trop importantes. Et que donc, du coup, il faut mettre les ressources et les enjeux au bon endroit.
C'est ça, et c'est aussi se poser les questions. Tiens, demain, j'ai mon SI qui est par terre. Bah, c'est un peu ce qu'on fait en PRA, PSCA, mais des fois, on peut le faire de manière assez légère déjà, de commencer par dire qu'est-ce qui est important de remettre en état de marche dans l'heure, dans la journée, dans la semaine, dans le mois, pour pouvoir aussi hiérarchiser un petit peu ça. Et du coup, on voit aussi l'importance derrière de la donnée et de commencer à voir quelques scénarios de dessiner pour dire comment on peut refaire. Il y a des fois des choses, oui, c'est super important, mais tu te dis pour remonter, j'achète un serveur chez OVH, je reprends la dernière sauvegarde, je la remonte, en 2 heures, c'est reparti. Bon, ça va. J'ai pas besoin de mettre de la sécurité avec peut-être 18 firewalls, des audits, etc. Tu vois, des fois, faut relativiser un petit peu, quoi. Ok, très clair. Et sur la partie intégration des outils, c'est quoi ta stack technique pour mettre en place ça? Toujours la même? C'est au contraire, ça évolue à chaque fois? Comment tu t'y prends? Ah, moi, je pars d'une feuille blanche à chaque fois, je dirais, là-dessus. C'est-à-dire que sur la partie technique, c'est vraiment à chaque fois un peu la découverte de qu'est-ce que le marché propose, qu'est-ce que l'état de l'art nous suggère et d'essayer de trouver un compromis de tout ça, quoi. Ok, J'ai mais pas de. tu n'as pas d'outils spécifiques pour gérer l'intégration des API tout le temps le même, sur lequel t'as pu toi, je sais pas moi, arriver à avoir une certaine maîtrise, savoir-faire, etc. Donc c'est à chaque fois homemade. C'est un peu homemade à chaque fois et je dirais que moi, la partie technique, c'est pas là où je suis forcément la meilleure. Je la suis de loin Ok, et je préfère justement m'appuyer sur des vrais techniciens là pour le coup. Parce que enfin, t'as des techniciens qui sont passionnés tu vois, tu parlais d'API, etc. et qui sont capables de te sortir. Ah bah attends, j'ai vu un truc. Là, il faudrait peut-être faire un POC sur tel sujet. Il y a peut-être un truc, il y a un truc qui est en train de sortir qui est pas mal et de le tester. Pourquoi pas? Et quand toi, tu es DSI, tu suis pas les tendances, tu suis pas les nouveaux acteurs qui sont en train de rentrer sur une techno et c'est bien d'aller voir les techniciens là, pour le coup. ok. Et ok, très clair. Et par rapport à ton expérience, donc du coup plutôt de DSI à temps partagé, c'est sur quelle taille d'entreprise que tu fais tes missions, sur quel type de secteur? Je suis souvent sur de la grosse PME. Ok, Là, moi, j'ai fait industrie, j'ai fait retail et santé. ok, Voilà dans les dernières choses que j'ai pu faire. Et RH aussi, cabinet de recrutement. d'accord. Et ça se passe comment le début d'une mission? C'est toujours la même chose? C'est différent? C'est un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que moi j'ai un peu mon approche qui est d'abord une approche d'interview et surtout je souhaite toujours commencer par rencontrer le dirigeant ou les dirigeants quand des fois ils sont plusieurs pour déjà comprendre un peu au niveau business où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont. Parce que ça c'est très très important, c'est très important et moi j'ai vu même que c'est des choses qui peuvent balayer un très bon schéma directeur. Je m'explique brièvement, mais quelqu'un qui est en train de dire, un dirigeant qui est en train de penser dans 5 ans, je revends ma boîte, par rapport à un autre dirigeant qui se dit dans 5 ans, je me développe dans cinq nouveaux pays en Europe, c'est pas Mhm. du tout la même approche. Et D'accord. donc, du coup, c'est un impact fort sur ce que tu vas préconiser à un moment donné. Donc, tu es obligé de le savoir. Souvent, d'ailleurs, tu rentres dans les choses très, très secrètes, voire très intimes de l'entreprise. Hein, mais tu es obligé. Sinon, si tu ne comprends pas ce qu'il y a dans la tête un dirigeant, ce que tu vas proposer, tu seras à côté. Hein. Pour moi, tu seras à côté. Ok, donc toi tu dis, bah, de toute façon, ce qu'il faut, c'est connaître exactement là où veut aller le dirigeant, les actionnaires, pour que le plan que tu vas proposer soit vraiment le plus adapté à ça, ce qui semble C'est normal. ça. C'est Ok. ça.
Et Et après, tu interviews un petit peu toutes les équipes que tu peux croiser, croiser, qui sont acteurs dans l'entreprise. Et surtout, ne pas oublier le terrain parce que tu as aussi là souvent tu récupères beaucoup d'infos aussi. ok. Et par rapport à ça, quand tu récupères toutes ces infos-là, etc. Donc en fait, toi, ça va être plusieurs des projets potentiels à faire. Comment en tant que voilà nouvel arrivant, etc. Tu arrives à faire en sorte que le comité de direction ou pas, hein, d'ailleurs, priorise ces projets-là par rapport aux ressources données. Ça, forcément, tu es sur les coûts ou sur les retours sur investissement, enfin sur tout ce qui, non, de manière générale, tout ce qui peut rapporter ou tout ce qui peut économiser. Il faut être là-dessus. Tu peux pas intéresser une équipe dirigeante si tu es en train de dire on va remplacer tel outil par tel autre parce qu'il est plus fluide et puis que l'autre, dans 2 ans, il est en fin de vie. Si je dis ça, il y a aucune motivation pour un dirigeant. Donc en gros, toi, tu dis le dirigeant d'une grosse PME, quels que soient les secteurs, parce que tu en as vu plusieurs, lui, il va prioriser par je gagne de l'argent en économie ou je vais vendre plus grâce à ça. Oui, moi, Ok. quand je fais l'analyse, j'analyse le métier, les process, les outils et les coûts. Et je mixe tout ça pour le mettre en évidence. Une des choses qui gagne beaucoup, qui fait qu'on décide facilement de faire tel ou tel projet, c'est non pas le ROI versus TCO qu'on fait beaucoup. Moi, j'utilise beaucoup plus le NRF versus TCO, le NRF qu'on utilise en commerce, qui est le ne rien faire. C'est-à-dire que il y a beaucoup de situations qu'on peut croiser en entreprise où tu te rends compte que de ne rien faire, ça coûte cher. Moi, j'ai vu dans une entreprise dans un service de contrôle de gestion, une personne qui était payée à plein temps pour justifier, on était dans le retail, les écarts entre ce qu'un outil sortait en point de vente et ce que sortait le contrôle de gestion mensuellement comme chiffre. Parce que justement, on est dans le cas où l'outil en local, il sort des données qui sont fausses. Et donc, le contrôle de gestion, enfin là, c'était le contrôle de gestion, mais dans d'autres cas, c'est d'autres services, rectifier les informations pour retomber sur les bons référentiels qui étaient définis par l'entreprise. Et du coup, on avait créé un temps plein avec quelqu'un qui avait fait des fichiers Excel, je crois que j'en avais jamais vu autant aussi complexes, pour arriver à justifier les écarts entre les outils. Mais la personne les justifiait mathématiquement. Et on était à chaque fois sur quelques dizaines ou centaines d'euros sur un point de vente. Et du coup, il y avait un poste qui s'était créé qui faisait un peu le SAV des points de vente, qui appelait pour dire je ne comprends pas les chiffres. Et il y avait des très faibles écarts. On était sur 0, quelque chose pourcentage. Et en fin de compte, eh ben, on avait créé ce poste-là parce qu'il y avait une insatisfaction utilisateur d'un côté et de l'autre côté, des outils qui étaient en local qui ne donnaient pas les bons chiffres. Le fait de traiter ce sujet-là et de dire on va faire une interface pour que les points de vente puissent consulter directement les chiffres et leur dire maintenant, vous n'allez plus dans votre outil là parce que là, les données sont fausses. Voilà un exemple pourquoi elles sont fausses. Et maintenant, vous allez là. Eh ben, c'était un outil, je me souviens, on a eu 3 jours de développement, donc autant te dire que ça n'a pas coûté grand-chose. Et derrière, on a gagné un temps plein. Ouais. Donc là, on est vraiment sur du NRF versus TCO. Voilà, tu dis, j'ai un temps plein à 40-50 000 euros à l'année versus 3 jours de développement à 600 euros. Là, ton projet, il est vite validé. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Et non, mais c'est intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça où,
en fait, il y avait un état de fait historique qui était plus remis en question parce que les gens étaient habitués à ce que ça se passe comme ça et où le gain était incroyable. Euh, le gain incroyable, non. Enfin, ouais, si, d'une certaine manière. Alors, j'avais vu ça, oui, alors ça c'est assez drôle. J'avais vu ça, j'ai travaillé dans le monde de l'élevage laitier et dans le SI existant, mais que le SI national, hein, qui dépend ministère de l'Agriculture, etc. Historiquement, il y avait un souci dans l'outil qui fait que la date de naissance d'un veau ne pouvait pas être égale à la date de vélage de la mère, parce que ça ne marchait pas dans les outils. Donc tout le monde avait pris l'habitude que le veau naissait le jour suivant de la date de vélage. Je prends juste ça, tu vois, ça paraît tout bête. Mais après, quand tu sais que dans l'élevage laitier, il y a les techniciens de la data, mais c'est complètement vrai, hein, qui ont des courbes, qui ont plein de données et qui sont liées par rapport aux dates de vélage, par rapport à tout ça. Et ben, tu vois que dès le départ, le fait de rajouter plus 1 ou moins 1, suivant si tu pars d'une date ou de l'autre, et ben, tous tes outils devenaient hyper lourds. Sans partir dans des équations mathématiques qu'on a plus ou moins tous vues dans nos études, si tu rajoutes x plus 1 au lieu d'avoir x, tu vois dans toutes tes formules comment ça devient compliqué. Et ça devenait des usines à gaz. Et de toute façon, les résultats, certains résultats pouvaient être faux. Et tout le monde disait oui, il est faux, mais si tu sais, c'est à cause de la date de vélage. Et tout le monde s'était habitué de ça. Le fait de pouvoir rectifier ça, il y a eu. Alors, le gain, il a été surtout le fait qu'on pouvait restituer les données en quasi-temps réel dans ce qu'on avait fait, alors qu'avant, on pouvait les faire que 48 heures après. Parce qu'il y avait 2 mises à jour de traitement de nuit qui devaient se faire. Donc, alors après, je ne saurais pas te le dire à ce moment-là, ce que ça voulait dire en gain de coût au bout du bout, mais en traitement et en rapidité de réponse, c'était énorme. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et j'imagine quand tu arrives, tu as forcément des gros projets avec des gros coûts à gagner ou dans tous les cas, voilà, tu arrives à embarquer le DG sur ces projets principaux. Quand ces projets ont été faits, en général, c'est moins, on va dire, obvious, les projets à prioriser. C'est-à-dire que la valeur, elle est moins importante ou dans tous les cas plus difficile à trouver, c'est-à-dire plus difficile à chiffrer parce que souvent, en fait, la valeur est liée, mais c'est des fois plus difficile voilà, faut prendre plus de temps pour vraiment valider la valeur potentielle. Comment tu t'y prends pour, après la première période où les projets sont relativement faciles à prioriser, comment tu t'y prends après pour les prioriser, pour arriver à aller chercher cette valeur? Tu te penches dans les données financières, tu travailles avec le contrôleur de gestion s'il y est. Oui, tu es obligé de travailler avec le contrôleur de gestion et tu es obligé de travailler avec les services qui sont impactés pour voir là où tu vas gagner du temps, là où tu vas gagner en traitement ou dans la correction des erreurs et choses comme ça, quoi. Et aussi sur un levier, j'y pense, qui est la sécurisation. Tout à l'heure, on parlait de la sécurisation, on en a parlé de manière très, très générale, mais il y a une des sécurisations que moi, je vois qui est très importante, c'est que dans toutes les entreprises, tout ce que l'ESI ne permet pas de faire facilement ou ne permet pas de faire du tout, eh ben, les utilisateurs le font dans Excel. C'est-à-dire que tu as ce que moi j'appelle des applications Excel, c'est-à-dire le fichier fait comme une application que les gens se sont développés dans un coin et qui deviennent leur référentiel. Et là, tu n'es pas sécurisé du tout, c'est-à-dire que ton business, il repose, enfin, une partie de ton business repose sur quelques fichiers Excel qui sont ici ou là dans l'entreprise, avec l'utilisateur qui a fait ces produits Excel, ces produits Excel derrière, tu vois. Alors là, tu le croises tout le temps. Hein. Et là, forcément, quand tu analyses, tu vois bien qu'à un moment donné, il y a eu un tiré glissé malheureux qui fait qu'il y a une formule qui a été mal copiée et que les chiffres sont faux. Ouais. Un grand classique aussi. Et là, ça devient plus compliqué. Et comment tu gères ou comment tu arrives à faire en sorte, parce que souvent les utilisateurs finaux qui sont habitués à Excel,
Ils se sont habitués aussi à une certaine flexibilité, on va dire, assez importante. Tu peux rajouter des colonnes, tu fais ce que tu veux, machin, etc. Très bien. Mais du coup, ils ont des fois du mal à passer sur un SaaS ou un autre outil qui va être un peu plus rigide, même si au final, c'est plus collaboratif, les données sont à jour, tu as des intégrations, etc. Est-ce que tu as vu, toi, des enjeux d'adoption de passer d'un Excel à un SaaS parce que les gens, ils peuvent plus faire comme ils veulent à 100%? Oui, puis je dirais que la réponse est un peu dans la question, c'est-à-dire que il y a des outils qu'on fait aujourd'hui qui sont justement très très souples et qui permettent non pas de rajouter une colonne dans Excel, mais de rajouter des champs dans une fiche ou des choses comme ça et de manière complètement autonome. On a tous connu des outils où il manquait des cases, donc on utilisait d'autres cases pour remplir des informations parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc là, on est dans le cas où, à un moment donné, d'ailleurs, ton formulaire, comme il n'y a plus d'autres cases disponibles, c'est là où tu passes en Excel. Il y a quand même beaucoup d'outils aujourd'hui. Alors, beaucoup d'outils, des outils qui sont, oui, en SaaS, et souvent qui ont moins de 5 ans, voire moins de 10 ans d'âge, et qui ont compris qu'il fallait cette souplesse-là de pouvoir adapter l'outil à ton besoin. Donc, si tu as besoin de 40 colonnes de plus, ben, il faut que tu puisses mettre 40 champs dans ta fiche produit, dans ta fiche contact, dans tout ce que tu veux, et que tu puisses le définir, que tu puisses fabriquer des listes déroulantes, des choses comme ça. Ça, c'est obligé. Hein. Les Ok. outils qui permettent pas de faire ça, ou alors qui le permettent, mais il faut quasiment être programmateur pour le faire, faut un peu oublier, quoi. On a besoin de ça aujourd'hui. Ouais, non, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses parce que ça, souvent, ce qui se passe, c'est que c'est réservé en fait aux ambassadeurs, aux administrateurs des solutions SaaS, parce que si tout le monde peut le faire en termes d'utilisateurs, on revient sur du Excel, la donnée devient complètement hétérogène. Euh, Comment tu gères en fait la responsabilisation des responsables des solutions, on va dire, du paramétrage des solutions en continu. Autant le setup, la DSI, elle peut le faire avec les métiers, mais après, en continu de mois en mois, il faut qu'il y ait un responsable et si ça peut ne pas être le DSI, c'est souvent mieux. Comment toi, tu gères ça? Eh ben, oui, c'est souvent mieux que ce ne soit pas le DSI du tout. C'est-à-dire qu'il faut déjà sensibiliser les gens qui vont justement utiliser ces outils-là, qu'on peut faire des bêtises et leur faire des démonstrations. Ok. Et une fois qu'on leur a fait des démonstrations, ils sont déjà plus sensibles. Et après, c'est de trouver soit des fois dans des services, tu as des gens, souvent c'est la personne qui faisait le fichier Excel avant, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc c'est la Bien personne sûr. qui est un peu débrouillarde. En lui expliquant, en lui sensibilisant, tu peux en faire quelqu'un d'autonome qui va te faire globalement quelque chose de pas mal. Je dis comme ça, faut pas demander à un utilisateur final d'être un puriste dans la création des champs d'un formulaire. Mhm. Faut pas, mais avec quelque chose quand même de satisfaisant. Et sinon, le contrôle de gestion est souvent aussi un service intéressant parce que c'est des gens justement qui ont une rigueur et qui comprennent très vite le lien entre un champ, entre une liste déroulante et comment on va l'exploiter derrière, on analyse, etc. Et qui du coup peuvent faire un support niveau 1, niveau 2 aux utilisateurs finaux pour pouvoir faire ce qu'il leur faut, quoi. Et aussi faire le lien entre les différents services, parce que différents services qui utilisent un même outil ont besoin des fois d'un nouveau référentiel, mais ils ne se sont pas dit entre eux. Et c'est souvent, moi j'ai souvent vu que c'était au niveau du contrôle de gestion qu'on trouve les personnes qui comprennent la situation et qui comprennent les outils pour trouver comment bien faire. Ok, d'accord. Et non, c'est intéressant ça. Et donc, du coup, tu arrives tu fais comment? Est-ce que tu animes une espèce de communauté, un groupe de personnes dans les métiers qui sont, on va dire, digital friendly pour pouvoir paramétrer? Tu leur fais passer les bonnes pratiques en continu. C'est très informel, tu l'as formalisé. Non, ça se passe pas comme ça. Quand on a les a désignés après, ils sont un peu seuls là-dessus, mais ils n'hésitent pas à revenir nous voir. Comment tu gères en fait ce groupe de personnes? C'est un peu du cas par cas, je dirais. Ok. On voit dans des entreprises où il y a déjà des gens qui sont pas dans la DSI, justement, mais qui savent, qui sont sensibles au traitement de la donnée, à ce qu'elle apporte à l'entreprise, à la notion de référentiel, etc. Encore une fois, c'est souvent au niveau du contrôle de gestion. Et Ok. donc, idéalement, c'est bien de trouver la bonne personne et de s'appuyer dessus. Et surtout, moi qui fonctionne en mission, à un moment donné, je pars. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un
qui pris le relais au moins là-dessus, quoi. Ok. Donc, Souvent, c'est le contrôle de gestion parce que c'est eux qui, de toute façon, retraitent les données pour pouvoir sortir des statistiques, etc., pour l'ensemble de l'entreprise. Donc, et ils savent très bien que si les champs ont été créés n'importe comment en amont, eux, ils vont avoir des traitements supplémentaires derrière, ou voire ils n'arriveront pas à avoir la finesse de l'information qu'il leur faut, quoi. ok. Ok. Et d'accord, très bien. Donc, c'est ces personnes qui sont, on va dire, qui ont déjà une nature beaucoup plus carrée et une connaissance des enjeux si on si on n'est pas carré, qui prend ce rôle, qui prend ce rôle après. Ok, très clair. Et par rapport à ça, tes missions, toi, entre le moment où tu fais ton bilan, le moment où tu lances la roadmap et où tu fais une bonne partie d'exécution, il se passe combien de temps? Entre le moment où j'amène un schéma directeur, je dirais comme ça, ou un pseudo schéma directeur, et le moment où ça se réalise, il y a 3 mois, j'irais en général. Ok, 3 mois où on commence à toucher du doigt un truc entre le PowerPoint et l'outil, quoi. Entre le PowerPoint où tu as présenté le schéma directeur et l'outil qui est manipulé, qui commence à être manipulé par l'utilisateur, ouais, il faut 3 mois. ok. Et comment tu perçois en fait ton job quand tu pars? Est-ce que là, voilà, c'est vraiment lancé, les équipes sont bonnes et ça va le faire, ou est-ce que c'est quand même plus compliqué? C'est toujours plus compliqué. Enfin, non, comment dire. Euh, Pendant le temps de ma mission, forcément, j'ai passé des informations, forcément, j'ai apporté des choses qui fait que un certain nombre d'acteurs dans l'entreprise ont compris comment bien faire les choses, on va dire. Mais dans le temps, ça ne dure pas forcément, hein, c'est normal. Parce que il y aura toujours un fichier Excel qui va revenir, parce qu'il y aura des outils qui iront pas, avec des gens qui vont créer des outils en Excel localement, si tu veux. Donc, ça demande une vigilance en interne. Moi, souvent, je leur dis, je suis un joker, c'est-à-dire que au moment où je suis venu, c'est qu'il y avait souvent une situation de crise ou pas loin. Quand je pars, c'est assagi et puis on voit un petit peu à l'horizon. Mais il va y avoir encore des accidents qui vont être là. Et c'est là où moi, j'ai souvent un dirigeant. C'est bien de m'appeler quand vous voyez qu'il y a un truc qui repart de travers ou quand vous n'êtes pas sûr, etc. Quoi. Je dis souvent que je passe 1 ou 2 jours de presta pour faire des piqûres de rappel. C'est pas idiot, hein. Ok. Et, euh, et si tu prends aussi, par exemple, par rapport à toutes les missions que tu as fait, euh, est-ce que tu vois comment tu synthétiserais l'apport d'un DSI qui vient sur une mission comme ça de X mois versus passer directement par un recrutement en direct long terme? C'est du cas par cas et il n'y a pas de généralité. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a des entreprises, en fin de compte, ils ont un bazar dans leur SI, voire ils n'ont pas de SI, en fin de compte. C'est-à-dire que c'est un empilage de solutions et de fichiers Excel avec le temps et qui a besoin, comme je dis, moi, de démerdifier tout ça. Mais une fois qu'on y voit clair, ils peuvent repartir pendant 5 ans tranquilles, je dirais. Et tu en as d'autres où, quand tu arrives, bah, faut déjà leur faire comprendre qu'il va falloir qu'il y ait un DSI derrière. Ok. Parce qu'il y a besoin justement de piloter ça. Voilà. Et quand toi, tu es à ton compte, quand tu as une mission comme ça que tu arrives à avoir parce que voilà, tu as réussi à avoir le directeur, la direction, etc. C'est quoi souvent le niveau de maturité du digital, de la direction qui veut recruter un DSI à temps partagé? Oh, souvent, il est très, très faible. C'est-à-dire que souvent, il est plus dans le constat de dire, bah, on sait, bah, dernier exemple, c'est ça, je suis dans le secteur de la santé, et des gens qui disent, bah, ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas occupé de l'informatique, ce qu'ils l'appellent comme ça, mais 15 ans qu'on ne s'est pas occupé de l'informatique, et maintenant, il faut qu'on digitalise et on ne sait pas par où commencer. Donc, c'est ça, quoi. On est un peu au bord du vide.
et un peu une prise de conscience un peu tardive, quoi. Mais Ok. c'est ce qu'il y a de mieux pour travailler, hein. Moi, j'aime bien travailler dans des situations de crise et d'urgence, hein. Parce que là, mais non, mais c'est là où les décisions se prennent, c'est là où on avance. Ok. Et c'est rigolo. C'est parce que toi, c'est ce qui te fait vibrer et qui te passionne. Par contre, et donc du coup, c'est quand même une réalité qui est difficile, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, les entreprises sont pas encore à un niveau de digitalisation. Voilà, ils sont en train de cleaner un petit peu, de mettre à jour leur processus, quoi, et leur transformation. Bah, je pense notamment à la crise du Covid qu'on traverse et permet de prendre conscience à pas mal d'entreprises de ça. De se dire tout d'un coup, par exemple, j'ai plus de points de vente. Qu'est-ce que je fais? Et c'est à ce moment-là que tu prends conscience. Tu as des gens qui se sont trouvés sans point de vente et qui, en une semaine, ont trouvé comment faire du click and collect. Et tu en as d'autres, bah, ils déposent bilan, quoi. Parce qu'ils incapables de pouvoir bouger et d'avancer parce que là où ils en étaient, c'était impossible d'arriver à se transformer, quoi. Ouais, c'était trop loin. Bah, c'est là où, enfin, moi je constate souvent que le système d'info, il est plus un boulet qu'un facteur de réussite business, hein. Mais après, ça s'explique, hein. C'est pas, ça veut pas dire que en informatique, on a fait n'importe quoi dans les entreprises depuis des années. C'est pas ça. C'est que l'informatique est toujours, moi j'aime bien le rappeler, c'est une matière jeune dans l'entreprise. C'est dans les années 70 hein, qu'on a amené l'informatique. Et que jusqu'aux années 2000-2010, il y a eu beaucoup d'erreurs de jeunesse. Et c'est que depuis 2010 qu'on parle d'urbanisation, de système d'information, de choses comme ça. Donc, ça fait que 10 ans. 10 ans, c'est 10 ans, c'est hier hein, pour beaucoup d'entreprises, hein. Ouais, c'est clair. Donc c'est Ça normal reste que récent. voilà, c'est normal qu'une entreprise qui ait des vieux outils bien lourds, très loin de leur business, qu'ils ont tordus dans tous les sens, au moment où on tombe dans une crise telle que le Covid, où il faut complètement adapter son business, et ben ils sont incapables de le faire parce que ils, ils ont le récit qui était déjà un boulet, mais alors là on n'arrive même pas à le déplacer le boulet quoi. Donc on n'y arrive pas. Et ok, très clair. Et quand tu as tes missions, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que les dirigeants ou les directions veulent passer par un directeur à temps partagé? Il y a eu une crise, c'est une prise de conscience, c'est que tu les as contactés, tu les as convaincus. Euh, Moi, c'est à travers mon réseau que j'ai soit des missions qu'on me propose, soit on me dit tiens, il y a un truc là qui va pas trop bien. C'est arrivé plusieurs fois où des amis qui sont commerciaux sur d'autres domaines, en passant dans une entreprise et en échangeant avec le dirigeant, se rendent compte qu'il y a des gros soucis et me font une mise en relation entre moi et le dirigeant, par exemple. Ok. Ok, très cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à notre discussion, une thématique que tu aurais aimé aborder dont je n'ai pas posé trop de questions? Non, On je a fait pense le qu'on a tour. déjà balayé pas mal de choses. Ok, super. Ben écoute, On je te remercie. on n'a pas parlé un peu des process qui sont quand même importants. On en avait parlé quand on avait changé, mais les Vas-y, dis-moi, process de mais l'entreprise. pas. Non, Dans non, les mais process, dans tout ça, dans toutes les analyses qui sont faites, c'est aussi bien sûr de partir des process de l'entreprise, de les écrire quand ils ne sont pas écrits, de les valider, de les ajuster, de les simplifier aux besoins pour justement d'avoir ça à l'esprit par rapport au SI, quoi. Si tes process sont pas écrits, ton SI, il n'est pas écrit non plus, quoi. bon, super. Écoute, merci beaucoup, Laurent. C'était super Merci à intéressant. toi. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants.
Et écoutez, ciao.